J'ai enfin acheté la maison de mes rêves et j'ai invité ma famille à venir la voir, mais pas un seul d'entre eux n'a appelé ni ne s'est présenté. À la place, ils ont tous trouvé des excuses. Alors que j'étais assis seul à déballer des cartons, mon père m'a envoyé un SMS, nous devons parler de la maison, mais ma réponse les a tous choqués. Je m'appelle Ellie et j'ai 29 ans. La nuit où toute ma vie a basculé a commencé par le tour de clé dans une serrure qui était enfin la mienne. Elle s'est terminée dans un silence plus lourd que toutes les disputes que j'avais pu avoir. L'odeur de peinture fraîche flottait dans la maison de mes rêves, un espace pour lequel je m'étais sacrifié pendant 5 ans afin de pouvoir enfin l'appeler mienne. Des ballons formant le mot « maison » flottaient le long de l'escalier. Les comptoirs de la cuisine regorgeaient d'un festin des plats préférés de ma famille, la sauce préférée de mon père, la tarte préférée de ma mère. Chaque détail était une supplique pour qu'il me célèbre enfin. J'avais invité tout le monde, mes parents, mes frères et sœurs, toute la famille. Ils avaient tous dit qu'ils viendraient. Mais au fil des heures, le silence dans la maison est devenu assourdissant. La nourriture a refroidi. Mon téléphone est resté éteint et l'allée est restée vide. La sonnette n'a jamais retenti. Pas une seule personne ne s'est présentée pour la plus grande soirée de ma vie. Et dans les pièces calmes et résonnantes de ma plus grande réussite, j'ai reçu leur message final et le plus clair. Leur absence n'était pas un accident. C'était leur réponse. Avant de vous raconter comment tout a basculé, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Grandir dans notre petite maison de plein pied dans l'Indiana était un exercice d'apprentissage des lois de la physique de l'espace émotionnel. J'ai appris que mon frère et ma sœur étaient comme des étoiles possédant une force gravitationnelle qui déformait tout le foyer autour d'eux. De mon côté, j'étais plutôt comme un satellite en orbite à distance, remarqué uniquement lorsque je passais dans leur lumière. La maison elle-même semblait symbolique de cette dynamique. Elle comptait 3 chambres, mais en réalité, on aurait dit qu'elle en avait 2 et un placard de rangement. Mes parents avaient leur chambre, un sanctuaire d'autorité tranquille. Mon frère Marc avait sa propre chambre, un royaume chaotique d'affiches de sport et de vêtements sales, ce que l'on célébrait comme un garçon qui se comporte en garçon. Et puis il y avait la chambre que ma sœur Jenna et moi partagions, qui était moins un espace commun qu'un territoire qu'elle avait conquis. Une ligne invisible, aussi claire pour moi que si elle avait été tracée au marqueur permanent, divisait la pièce en 2. Son côté était un sanctuaire dédié à son propre génie naissant. Ma mère avait insisté pour lui acheter un vrai bureau, un meuble délicat en bois blanchi à la chaux où elle pouvait faire son travail de création. Au-dessus, son mur était une mosaïque de réussite, chacune encadrée et suspendue avec précision par mon père. Il y avait ses croquis au fusain de visages dramatiques et pensifs, ses aquarelles de paysages brumeux, et bien sûr, la collection toujours plus grande de rubans de ses compétitions de danse classique bleu, rouge et doré tombant en cascade depuis le montant de son lit comme une cascade de validation. Mon côté de la chambre était comparativement stérile. J'avais un lit simple et une commode partagée où mes vêtements étaient entassés dans les 2 tiroirs du bas. Mon mur était vide, et non faute d'avoir essayé. Quand j'avais 9 ans, j'ai scotché un dessin du système solaire que j'avais fait. Chaque planète était soigneusement coloriée et étiquetée. J'en étais fier. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai découvert qu'il avait disparu. Quand j'ai demandé à ma mère où il était passé, elle a balayé ma question d'un geste dédaigneux, « Oh, ma chérie ». Les bords commençaient à rebiquer. Ça faisait un peu désordonné à côté des jolis cadres de Jenna. Désordonné. Ma passion était désordonnée. L'arrivée du piano a été le moment où la dynamique familiale a été gravée dans le marbre. Jenna, à l'âge de 10 ans, avait manifesté un intérêt éphémère pour l'apprentissage du piano. Pour mes parents, c'était comme une proclamation divine. Notre deuxième voiture, un break cabossé mais fonctionnel que mon père utilisait pour les courses, a été vendue en moins d'1 semaine. À sa place est apparu un imposant piano droit verni qui occupait un tiers de notre petit salon. Il planait sur notre vie de famille, un rappel constant et étincelant de l'importance de Jenna. Madame Gable, une femme sévère au regard perpétuellement déçu, a commencé à venir 2 fois par semaine pour les leçons de Jenna. Ma mère s'asseyait sur le canapé pendant ses séances, les mains croisées sur les genoux, un regard d'adoration profonde sur le visage alors que Jenna tapotait tant bien que mal, « Ah ! Vous direz-je, maman. » Elle a l'oreille absolue, répétait ma mère à qui voulait l'entendre, sa voix empreinte d'une révérence habituellement réservée aux miracles religieux.
Le fait que Jenna se plaigne sans cesse de devoir pratiquer et qu'elle est arrêtée 1 an plus tard n'a jamais été mentionné. Le piano est resté là, monument silencieux et coûteux dédié à un caprice. Cette même année, je me suis découvert une passion pour la science. Je passais des heures à la bibliothèque à dévorer des livres d'astronomie et de biologie. Pour la foire scientifique de l'école, j'ai travaillé pendant des semaines sur un projet démontrant les principes de l'hydroponie. J'ai construit un petit système fonctionnel à partir de bouteilles en plastique et de tuyaux, et j'ai réussi à faire pousser une petite laitue en terre. J'étais fasciné par le processus, les mesures minutieuses, le miracle de la croissance. J'ai remporté la 2e place de toute l'école. Le prix était un ensemble de microscopes pour débutants flambant neufs. Je me souviens de mes mains qui tremblaient alors que je le recevais sur la scène de l'école. J'ai rapporté la boîte à la maison comme si elle était en verre. J'ai franchi la porte d'entrée, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Maman, papa, regardez ce que j'ai gagné. J'ai posé la boîte sur la table de la cuisine, la voix tremblante du besoin d'obtenir leur approbation. Mon père a levé les yeux de son journal, c'est quoi ça? C'est un microscope. J'ai gagné la 2e place à la foire scientifique. Il a grogné, ses yeux retournant déjà à la page des sports, c'est bien. Ne laisse pas tes cochonneries sur la table. Le dîner est presque prêt. Des cochonneries. Il a appelé ça des cochonneries. Ma mère s'est approchée et a pris la boîte, la tournant entre ses mains comme si elle ne savait pas trop à quoi cela servait. Eh bien, c'est intéressant, a-t-elle dit, sa voix ayant le même ton monocorde que lorsqu'elle commentait la météo. Assure-toi juste de le garder dans ta chambre, Ellie. Je ne veux pas de petites lamelles de verre partout dans la maison. Il n'y a eu aucun éloge pour ces semaines de travail. Aucune curiosité pour mon projet, aucune célébration de ma réussite. Ma victoire était un inconvénient, un encombrement à gérer. Ce soir-là, alors que Jenna était félicitée pour avoir enfin maîtrisé une simple gamme de do au piano, j'étais dans ma chambre à installer mon microscope par terre, dans mon petit coin. J'ai senti un poids froid et familier s'installer dans ma poitrine. C'était la prise de conscience que mes intérêts n'avaient aucune valeur simplement parce qu'ils étaient les miens. Leur amour et leur attention étaient des ressources limitées, et le budget avait déjà été alloué à mes frères et sœurs. La part de Mark était tout aussi généreuse que celle de Jenna, bien que pour des raisons différentes. C'était l'athlète. Le fils vrai garçon que mon père avait toujours voulu. Le fait qu'il soit au mieux un athlète médiocre n'avait aucune importance. Sa vie était une succession d'efforts célébrés. Il pouvait passer toute une saison de baseball à chauffer le banc, jouer une seule manche, rater une balle haute, et mon père hurlait quand même depuis les tribunes, c'est comme ça qu'il faut faire, mon fils. Les trajets de retour en voiture étaient remplis d'analyses détaillées du match, mon père lui donnant des conseils d'entraîneur, ma mère s'extasiant sur sa mine superbe dans son uniforme. Sa simple participation était une victoire. Mon expérience dans l'équipe de débat du lycée offrait un contraste saisissant. Je n'étais pas une simple participante. J'étais doué. J'adorais le combat intellectuel, le frisson de démonter l'argument d'un adversaire avec de la logique et des preuves. C'était une compétence, quelque chose pour lequel je devais travailler, peaufinant mes discours tard dans la nuit. Lorsque notre équipe s'est qualifiée pour les finales de l'État lors de ma première année de lycée, cela m'a semblé être le point culminant de tout ce pour quoi j'avais travaillé. La compétition se déroulait dans la capitale de l'État, à 2 heures de route. C'était un événement qui durait toute la journée du samedi. J'ai présenté l'information à table une semaine auparavant, mes mains serrant l'autorisation parentale, les finales de débat de l'État ont lieu samedi prochain, ai-je annoncé, en essayant de garder ma voix stable. Je suis la dernière intervenante pour notre équipe. Cela signifierait tellement pour moi si vous pouviez venir. Mon père n'a même pas levé les yeux de son assiette, samedi, impossible. Mark a un double match. Match d'entraînement de pré-saison. Le mot match d'entraînement m'a fait l'effet d'un coup physique. C'était un match amical. Ça ne comptait pour rien. C'était objectivement, de manière prouvable, moins important qu'une finale d'État. J'ai regardé ma mère, un appel désespéré dans les yeux, « Maman, c'est vraiment important pour moi. » Elle s'est approchée et m'a tapoté la main, un geste qui se voulait réconfortant mais qui m'a semblé profondément condescendant. « Oh, ma chérie, tu sais comment sont les choses. Ton père et moi sommes les plus grands fans de Mark. C'est notre rituel. Nous ne pouvons pas rater ces matchs. Tu es si intelligente et indépendante.
Tu n'as pas besoin qu'on soit là pour te tenir la main. Indépendante. Ils utilisaient ma compétence comme excuse pour leur négligence. Parce que je pouvais me débrouiller seul, on attendait de moi que je le fasse. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas discuté. J'avais appris depuis longtemps que c'était inutile. Cela ne ferait que me cataloguer comme dramatique ou trop sensible. J'ai simplement hoché la tête et fini tranquillement mon dîner, la nourriture n'ayant aucun goût dans ma bouche. Je suis allé au final de l'état avec mon entraîneur. J'ai prononcé le discours de clôture, ma voix résonnant d'une conviction alimentée par la colère et la blessure, et nous avons gagné. Je me souviens d'être monté sur cette scène brillamment éclairée, le lourd trophée entre mes mains, cherchant dans l'auditorium sombre les visages que je savais absents. Le vide de leur siège me paraissait plus réel que les applaudissements. Le retour en voiture s'est fait en silence. Mon entraîneur a essayé de faire la conversation, mais je ne pouvais répondre que par monosyllabes, la victoire me semblant creuse et étrangement solitaire. Quand je suis rentré à la maison tard ce soir-là, mes parents étaient sur le canapé en train de regarder un film. Mon trophée, symbole d'un championnat d'État, était entre mes mains. Ma mère a levé les yeux, « Oh, te voilà. Comment ça s'est passé ? » On a gagné, ai-je dit, d'une voix qui n'était qu'un murmure. Oh, c'est merveilleux, ma chérie, a-t-elle dit, ses yeux retournant déjà vers l'écran de télévision. Marc a fait un coup double aujourd'hui. Un vrai tir tendu vers le champ gauche. Ton père pense que sa nouvelle posture porte enfin ses fruits. Et c'était tout. Mon titre de championne d'État a été accueilli avec le même enthousiasme qu'une remarque sur la météo, puis immédiatement éclipsé par l'accomplissement mineur et insignifiant de mon frère lors d'un match d'entraînement. Je suis allé dans ma chambre et j'ai posé le trophée sur ma commode. Dans la pénombre, il ressemblait moins à un prix qu'à une pierre tombale, marquant la mort de mon espoir d'être un jour assez bien pour mériter leur attention. Le silence dans cette maison était leur langue maternelle, une langue de rejet que j'avais été forcé d'apprendre. J'ai pensé que si je construisais quelque chose d'assez grand, quelque chose qu'ils ne pourraient ni ignorer ni rabaisser, comme une maison, je pourrais enfin les forcer à apprendre une nouvelle langue, la langue de la fierté d'avoir une fille comme moi. Le rêve de la maison a commencé comme un acte de rébellion silencieux. C'était un secret bien gardé, une lueur de défi contre le scénario que ma famille avait écrit pour moi, la fille censée, responsable et finalement invisible. Cette rébellion, pourtant, n'avait rien de bruyant ni de spectaculaire. Elle s'est déroulée dans le silence de mon minuscule studio, s'est menée sur le champ de bataille d'un tableur Excel, et s'est payée avec la monnaie de ma propre jeunesse. Pendant 5 années entières, ma vie a été un cycle implacable de travail, d'épuisement et de privation. Mon travail d'infirmière en pédiatrie était ma vocation, mais c'était aussi mon épreuve du feu. Je travaillais dans l'unité de soins intensifs néonataux, un monde de machines bourdonnantes, de chuchotements étouffés et de vies incroyablement fragiles de prématurés. Ce travail était émotionnellement épuisant, un exercice constant d'équilibriste entre espoir et désespoir. La plupart de mes collègues protégeaient farouchement leurs congés, créant ainsi une barrière nécessaire entre l'intensité de l'hôpital et leur vie privée. J'ai fait tout le contraire. J'ai abattu cette barrière et me suis installé au cœur des murs stériles et exigeants de l'hôpital. Mon nom figurait en tête de toutes les listes d'heures supplémentaires. Je suis devenue celle qui disait toujours oui pour remplacer quelqu'un. Une collègue avait la grippe ? Je prenais sa garde. La babysitter de quelqu'un avait annulé ? Je le remplaçais. Noël, Thanksgiving, le Nouvel An, j'ai tout travaillé. J'ai passé plus de fêtes sous les néons de l'unité de néonatologie que sous un toit familial. Je me souviens d'un Thanksgiving où j'aidais une jeune mère à apprendre à nourrir par sonde son tout petit garçon d'à peine 500 grammes. Elle pleurait doucement, submergée par la peur et l'amour. Mon téléphone a vibré, affichant une photo du dîner de Thanksgiving de ma famille. La table débordait de nourriture. Tout le monde souriait et Marc découpait la dinde. Le SMS de ma mère disait « On pense à toi. Ce n'est pas pareil sans toi ici. » Pourtant, ils ne m'avaient jamais demandé une seule fois de ne pas faire cette garde. Ils acceptaient simplement mon absence comme une évidence. Une facette de plus de « Élie fait du Élie ». Ils aimaient l'idée de mon noble sacrifice bien plus qu'ils n'auraient aimé ma présence réelle. Ce rythme de travail effréné n'était que la moitié de la bataille. L'autre moitié était une austérité brutale que je m'imposais moi-même. Mon appartement se trouvait dans un immeuble délabré à la lisière de la ville, le genre d'endroit au parquet grinçant et aux voisins qui se disputent à toute heure.
Mon espace de vie se résumait à un matelas posé dans un coin, une chaise pliante et une tour de caisse de lait en plastique qui servait de commode, de bibliothèque et de garde-manger. Je possédais 3 blouses d'infirmière, une paire de baskets usées et une seule jolie robe pour les rares occasions incontournables, comme un événement caritatif de l'hôpital. Mon régime alimentaire était une rotation monotone de la nourriture la moins chère possible. Un paquet de 10 sachets de ramen constituait mes dîners pour la semaine. Un pain de mie et un pot de beurre de cacahuète étaient un luxe. Je suis devenue experte pour repérer les jours où la cafétéria de l'hôpital laissait ses bagels invendus dans la salle de pause, je les enveloppais dans de l'essuie-tout pour les ramener chez moi. J'ai perdu du poids. Des cernes sombres se sont installées de façon permanente sous mes yeux. Et ma vie sociale s'est complètement volatilisée. Mes amis ont fini par cesser de m'inviter, fatigués de mes excuses évasives et incessantes. La vérité me semblait trop pathétique à admettre, je ne peux pas aller manger un burger en promotion avec toi parce que ces $10 sont une ligne budgétaire dans mon tableau Excel pour la maison de mes rêves, et je suis déjà en retard ce mois-ci. La partie la plus douloureuse de ce sacrifice était qu'il se déroulait en parallèle avec mon rôle de filet de sécurité financière officieux et non reconnu pour ma famille. Mon économie n'était pas seulement pour moi, elle était pour eux. Leur crise financière arrivait toujours avec la subtilité d'un train de marchandises. Les appels de ma mère étaient les plus insidieux. C'étaient des chefs d'œuvre de manipulation passive-agressive. Elle ne me demandait jamais d'argent directement. Au lieu de cela, elle m'appelait pour prendre des nouvelles, sa voix fragile de stress simulé. « Oh, Ellie » soupirait-elle. Je ne sais plus quoi faire. La chaudière fait encore ce drôle de bruit de cliquetis. Ton père continue de l'ignorer, mais tu sais comment il est. Le réparateur a dit que cela pourrait coûter plus de $1000, et avec les taxes foncières qui arrivent. Enfin, on trouvera une solution. On y arrive toujours. Puis elle faisait silence, laissant un vide que j'avais été conditionné à combler. Je les imaginais dans le froid, mon père trop fier pour admettre qu'il n'avait pas les moyens, et la culpabilité me tordait le ventre comme un couteau. Je raccrochais, me connectais à mon application bancaire les doigts tremblants, et transférais l'argent. L'écran de confirmation me faisait l'effet d'une défaite. 1 mois de plus, 2 mois de plus ajoutés à ma propre peine. Son remerciement, quand il venait, était toujours désinvolte. « Oh, tu n'aurais pas dû faire ça, ma chérie. » Mais ça nous aide beaucoup. Les demandes de Marc étaient mes plus directes et exaspérantes. Il me traitait moins comme une sœur que comme un distributeur automatique qui donnait occasionnellement des conseils non sollicités. Il m'envoyait des SMS, sans jamais appeler. « Salut, ma mensualité pour la voiture est due. Tu peux me dépanner de 300 ? Je te rembourse la semaine prochaine. » Il ne le faisait jamais. Une fois, j'ai commis l'erreur de lui poser des questions. « Marc, c'est la 3e fois en 6 mois. Qu'est-ce qui se passe avec ton travail ?» La réaction a été immédiate et virulente. Un torrent de SMS m'a accusé de porter des jugements, de me croire supérieur à lui simplement parce que j'avais un travail chic à l'hôpital. Il me dépeignait comme une accumulatrice d'argent froide et insensible, et lui comme la victime. La conversation s'est terminée par ce SMS, « Laisse tomber. Je vais demander à maman et papa même si je sais qu'ils ne les ont pas. Je pensais juste que tu voudrais aider ton propre frère. » C'était du chantage affectif, pur et simple, et cela a fonctionné. 1 heure plus tard, je lui envoyais l'argent, les mains tremblantes d'un mélange de colère et de honte. Quelques jours plus tard, sa petite amie publiait des photos de leur week-end dans une station de ski. Mes $300 avaient payé leur forfait de remontée mécanique. La méthode de Jenna relevait entièrement du mélodrame et des larmes. Elle se voyait comme une artiste tragique, trop sensible pour les dures réalités de la finance. Elle m'a appelé un soir en sanglotant de manière hystérique. « Ellie, mon propriétaire est un monstre. Il menace de m'expulser tout ça parce que j'ai quelques mois de retard sur mon loyer. Comment suis-je censé créer quand j'ai peur de me retrouver sans abri ?» Elle parlait de son travail de barista à temps partiel comme d'un fardeau écrasant pour l'âme qui étouffait sa véritable vocation. J'ai écouté sa tirade, en imaginant mon propre appartement minuscule et dépouillé. Je travaillais 60 heures par semaine pour pouvoir un jour posséder un toit, tandis qu'elle travaillait 15 heures par semaine et se croyait en droit d'avoir un loft branché en centre-ville qu'elle ne pouvait pas s'offrir. « Jenna, tu devrais peut-être chercher un endroit moins cher ou faire plus d'heures, » lui ai-je suggéré doucement. « Tu ne comprends rien. » a-t-elle hurlé. « Tu n'as pas d'âme, Ellie. Tu ne penses qu'à l'argent. Certains d'entre nous ont des choses plus importantes à gérer,
comme notre art. La conversation s'est terminée par le paiement direct au propriétaire de 2 mois de loyer de retard de ma poche, prélevé sur mon fonds de réserve pour la maison. Ce fut un coup dévastateur pour mes économies. Cela me retardait d'une demi-année, mais l'alternative dans mon esprit était pire, ce serait de ma faute si elle était expulsée. Ma famille ne me le pardonnerait jamais. Je serais la sœur sans cœur qui a laissé tomber l'artiste. Alors j'ai payé. J'ai toujours payé. J'ai payé leurs factures, financé leur mode de vie et réparé leurs erreurs. Ils prenaient encore et encore, sans jamais sembler se soucier de ce que cela me coûtait. Ils n'ont jamais vu les repas sauter, les projets annulés, le poids écrasant de mon épuisement. Ils voyaient une ressource stable et fiable, aussi prévisible et inconsciente qu'un robinet d'eau. Ils n'avaient aucune idée que ce robinet était connecté à un puits que je creusais de mes propres mains, et qu'il était sur le point de s'assécher. Tout ce que je voulais, c'était qu'ils voient la maison et comprennent enfin la profondeur de ce puits. Le jour de la crémaillère était le point d'orgue de 5 années de labeur acharné et silencieux. Je me suis réveillé ce matin-là avec une excitation nerveuse et électrique sous la peau. C'était le moment. C'était le jour où ils allaient enfin voir. Le jour où mon sacrifice prendrait tout son sens. J'ai passé toute la journée dans un état de préparation joyeuse et frénétique. Je ne me contentais pas d'organiser une fête, je concevais une expérience. J'installais un décor pour cette reconnaissance que je voulais si désespérément recevoir. Chaque choix que je faisais était un message soigneusement pensé pour eux. J'ai conduit jusqu'à 3 supermarchés différents pour trouver la marque exacte de cheddar fort que mon père aimait pour sa sauce au poulet façon buffalo. J'ai passé 1 heure le matin à préparer la tarte au citron. Ma cuisine s'est remplie de cette odeur douce et acidulée que j'associais toujours à ma mère, même si elle n'en avait jamais cuisiné une pour moi. Je me souvenais l'avoir regardée une fois préparer cette même tarte pour une vente de charité à l'église, ses mouvements confiants et assurés. Je lui avais demandé de m'apprendre et elle m'avait écarté d'un geste de la main. « Oh, tu fais toujours des dégâts, Ellie. Va lire un livre ou autre chose. » J'avais appris à la faire grâce à une vidéo YouTube, mettant sur pause et revenant en arrière une 12aine de fois pour réussir la meringue à la perfection. En glissant la tarte terminée sur une grille de refroidissement, dorée et parfaite, j'ai ressenti un ridicule élan de fierté. « Regarde, je peux le faire aussi. Je peux être la fille que vous célébrez. » J'ai acheté 2 bouteilles de ce Pinot Grigio un peu trop cher que Jenna considérait comme le seul vin acceptable, et j'ai rempli une glacière avec cette bière artisanale hyper obscure dont Marc était actuellement obsédé. J'ai disposé la nourriture sur des plateaux achetés spécialement pour l'occasion, en garnissant le tout de persil frais. Je voulais que tout paraisse simple, un festin apparut comme par magie, dissimulant les jours de planification et le trop important que cela laissait dans mon budget serré. Je voulais qu'ils soient impressionnés non seulement par la maison, mais aussi par moi, par ma compétence, par mon attention aux détails. À mesure que l'horloge se rapprochait de 19 heures, mon attente a atteint son paroxysme. J'ai fait un dernier tour de la maison. Les ballons formant le mot « maison » flottaient joyeusement le long de l'escalier. Les lumières étaient tamisées pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante. La liste de lecture d'indie rock doux que j'avais créée avec tant de soin passait au volume idéal. Tout était prêt. J'étais prête. La première heure s'est écoulée dans un tourbillon d'énergie nerveuse. Je passais mon temps à lisser les plis de ma robe, à vérifier si j'avais reçu un message sur mon téléphone, et à jeter des coups d'œil à travers les stores vers la rue déserte. Chaque phare de voiture qui passait m'envoyait une décharge d'adrénaline. Est-ce que c'est eux? Mais chaque voiture continuait sa route, disparaissant dans la nuit. À 20h15, cette excitation nerveuse a commencé à tourner en une angoisse amère et familière. La maison me semblait trop grande, trop silencieuse. La musique joyeuse se mettait à sonner creux, comme une moquerie. J'ai envoyé un message sur le groupe de discussion, puis un autre avec un emoji souriant. Une tentative désespérée de faire croire que j'étais détendue et joyeuse, et non comme un enfant qui attend qu'on vienne le chercher à l'école bien après que tous les autres soient rentrés chez eux. Silence. Pas une seule réponse. J'ai commencé à faire les 100 pas, tournant frénétiquement en boucle du salon à la cuisine, puis inversement. Les excuses que j'avais toujours été si doué à inventer pour recommencer à sembler bien creuses et pathétiques, même à mes propres oreilles. Un embouteillage monstre et non signalé qui n'aurait touché que ma famille entière. Tous leurs téléphones tombaient en panne de batterie exactement en même temps. C'était absurde. La vérité s'est installée comme une pierre froide et lourde au creux de mon estomac. Ils avaient oublié.
Ou pire, ils n'avaient pas oublié, ils s'en fichaient tout simplement trop pour venir. À 20h45, je ne pouvais plus supporter la vue de ce festin intact. J'ai commencé à recouvrir les plats de film étirables, mes gestes étant brusques et colériques. Le fromage commençait à transpirer. La sauce formait une pellicule. Le magnifique repas que j'avais préparé en hommage à eux était en train de se gâter lentement, parfaite métaphore de mon espoir. Je me suis effondré sur le canapé, le silence de la maison m'oppressant de toutes parts. Cela semblait plus lourd qu'une simple absence de son. C'était une présence active, une couverture épaisse et étouffante de leur indifférence. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais tout abandonné pour eux. La fois où j'avais quitté le travail au milieu de ma garde parce que Jenna m'avait appelé, en pleine crise de panique après une dispute avec son petit ami. La fois où j'avais conduit 2 heures sous une tempête de neige pour aider mon père à réparer un tuyau qui avait éclaté parce qu'il refusait d'appeler un plombier. Les innombrables fois où j'avais réorganisé ma vie, mon budget, mes besoins pour m'adapter aux leurs. J'avais toujours répondu présente. À 21h47, le vrombissement de mon téléphone sur le coussin du canapé a retenti comme une petite explosion dans la pièce silencieuse. Mon cœur a fait un bond douloureux et stupide. C'était un message de Jenna sur le groupe de discussion. J'ai attrapé le téléphone, les mains tremblantes. Peut-être que c'était des excuses, une histoire folle d'accrochage en voiture ou une urgence familiale. Quelque chose, n'importe quoi pour expliquer le vide béant de leur absence. J'ai lu ces 5 mots, occupé ce soir. Peut-être la prochaine fois. L'air a quitté mes poumons dans un élan douloureux. C'était comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Les mots étaient si désinvoltes, si légers, si totalement dénués d'excuses ou de remords. C'était une mort par 1000 petites coupures. Et celle-ci était la dernière en taille, la plus profonde. Occupé. Ce mot était une insulte. C'était un mensonge. Ils n'étaient pas occupés. Je n'étais tout simplement pas leur priorité. La plus grande réussite de ma vie avait moins d'importance que tout ce qu'ils avaient pu décider de faire un samedi soir. Regarder la télévision, aller au cinéma, n'importe quoi. Peut-être la prochaine fois. Le mensonge qu'ils utilisaient pour me faire garder espoir, pour s'assurer que je serais encore là la prochaine fois qu'ils auraient besoin de quelque chose. C'était une fléchette de tranquillisant destinée à apaiser la douleur immédiate et à éviter toute confrontation réelle. Mais cela n'a pas fonctionné. Plus maintenant. Une vague de quelque chose que je n'avais encore jamais ressenti m'a submergé. Ce n'était pas seulement de la tristesse ou de la déception. C'était une colère froide, limpide et cristalline. C'était la colère de toute une vie passée à être rejetée, utilisée, rabaissée. Je me suis levé, mon corps me semblant étrangement léger. Je suis entré dans la cuisine, mes mouvements calmes et délibérés. J'ai ouvert la poubelle. J'ai pris la magnifique tarte au citron meringuée, celle dans laquelle j'avais mis tant d'espoir pathétique. Et je ne l'ai pas simplement déposée. Je l'ai fracassée au fond. Le plat à tarte en céramique a volé en éclats. Un bruit sec et satisfaisant qui a été le premier vrai son dans la maison depuis des heures. De la meringue et de la crème au citron ont éclaboussé les parois de la poubelle. C'était un carnage, un gâchis affreux. Et c'était la chose la plus honnête qui se soit produite de toute la soirée. Le plat brisé au fond de ma poubelle ressemblait à un point final sur une histoire que je me racontais depuis 29 ans. Cette histoire était un fantasme, un récit soigneusement construit où j'étais l'héroïne méconnue, le pilier silencieux de la famille. Et qu'un jour, ma loyauté et mon amour indéfectible seraient enfin reconnus. Ce soir-là, debout dans le silence assourdissant de ma belle maison vide, j'ai été forcé de reconnaître que cette histoire était un mensonge. Ce n'était pas une trahison soudaine. C'était le résultat d'un schéma récurrent, un historique profondément ancré de leur absence que j'avais choisi d'ignorer encore et encore. Mon esprit a fait défiler, sans que je le lui demande, un diaporama des moments les plus marquants de ma vie. Chacun d'eux était entaché du même mépris désinvolte. La première image, la plus vivace, était ma remise de diplôme universitaire. Je pouvais sentir l'air humide du mois de mai sur ma peau, la toque un peu trop grande glissée sur ma tête. J'avais obtenu mon diplôme d'infirmière avec mention. J'avais financé mes études moi-même, jonglant entre les cours, les stages et un travail de serveuse à mi-temps, déterminé à ne peser financièrement sur personne. En traversant la scène pour recevoir mon diplôme, j'ai balayé du regard la foule immense dans l'amphithéâtre.
Mes yeux les cherchaient, et je les ai trouvés. Mon père regardait sa montre, ma mère lui chuchotait quelque chose, l'air profondément ennuyé. On aurait dit des gens qui attendent un bus, pas des parents assistant à une étape majeure de la vie de leur enfant. Après la cérémonie, au milieu du chaos joyeux des familles qui s'esclaffaient et des bouchons de champagne qui sautaient, je les ai retrouvés près de la sortie. Ma mère m'a serré brièvement et distraitement dans ses bras, « Nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Tu avais l'air si sérieuse là-haut. » Avant même que je ne puisse répondre, mon père a tapé dans ses mains, « Bon, il faut qu'on prenne la route. L'équipe de Marc est en phase finale, et le match est à l'autre bout de l'État. Si on part maintenant, on arrivera pile pour le premier lancer. » Je suis resté là, serrant mon diplôme dans sa pochette en carton, à les regarder faire demi-tour et s'éloigner. Il débordait d'une énergie et d'une excitation qui avaient été totalement absentes durant ma cérémonie. Le match de baseball de Marc, une autre de ces nombreuses activités sportives qui ne mèneraient finalement nulle part, était le véritable événement de la journée. Mes 4 années de dur labeur n'étaient que la première partie ennuyeuse qu'ils devaient endurer. Ils ne m'ont pas proposé de dîner. Ils ne m'ont pas offert de cadeau de félicitations. Ils n'ont même pas pris une seule photo. Je n'ai aucune photo avec ma famille pour ma remise de diplôme universitaire. Plus tard ce soir-là, seul dans ma chambre universitaire désormais vide, entouré de cartons de déménagement, j'ai reçu un SMS de mon père. C'était une photo floue d'un panneau d'affichage des scores. L'équipe de Marc avait gagné. Quel match, disait le message. Je l'ai supprimé sans répondre. Le souvenir a changé et je me suis revu plus jeune, debout dans le couloir beige et stérile d'un hôpital. J'avais 23 ans et je venais d'être transporté d'urgence pour une opération de l'appendicite. La douleur avait été aveuglante et la peur formait un œuf froid dans mon estomac, sur le brancard des urgences juste avant qu'on ne m'endorme. J'avais appelé ma mère. Sa voix était distraite, lointaine, « Oh mon Dieu, Ellie, ça a l'air affreux. Écoute, je suis en plein milieu de quelque chose là. Jenna vient encore de rompre avec son copain, elle est dans tous ses états. J'ai vraiment besoin d'être là pour elle. Tu es entre de bonnes mains là-bas. Les médecins sont formidables. Appelle-moi quand tu seras sorti de chirurgie. » Elle n'est pas venue. Personne n'est venu. Je me suis réveillé seul en salle de réveil, avec une douleur vive et cuisante au flanc et une douleur plus profonde et plus froide encore dans mon cœur. Pendant les 2 jours suivants, je suis resté allongé sur ce lit d'hôpital à regarder les familles des autres patients aller et venir avec des fleurs, des magazines et des mots réconfortants. Les infirmières entraient et demandaient avec un professionnalisme enjoué, « Des visiteurs aujourd'hui ?» et je devais secouer la tête, la honte me brûlant les joues. Le jour de ma sortie, une infirmière m'a demandé si la personne qui devait me ramener était en route. J'ai dû admettre que je n'avais personne. J'ai appelé ma mère, « Oh, tu sors aujourd'hui ? C'est une excellente nouvelle, ma chérie, » a-t-elle dit. Mais on ne peut pas venir te chercher. Marc a emprunté la voiture pour aller à un concert avec ses copains. Il faudra que tu prennes un taxi. Je me souviens de chaque détail de ce trajet de retour en taxi. La façon dont chaque bosse sur la route envoyait une décharge d'agonie dans mon abdomen. La façon dont le chauffeur me regardait dans le rétroviseur avec de la pitié dans les yeux. J'ai dû le payer avec ma carte de crédit parce que je n'avais pas assez de liquide, et je me souviens m'être senti humilié. J'ai gravi tant bien que mal les 3 étages jusqu'à mon appartement, m'arrêtant à chaque palier pour reprendre mon souffle, mon corps tremblant de douleur et de faiblesse. Quand j'ai enfin franchi la porte et que je l'ai refermée, je me suis laissé glisser sur le sol et j'ai éclaté en sanglots, non pas à cause de la douleur physique, mais sous le poids écrasant de la certitude que ma propre santé n'était, au mieux, qu'un inconvénient pour eux. Cet historique d'absence ne se limitait pas aux grands événements. Il était tissé dans la trame même de mon quotidien. Quand j'ai obtenu mon premier emploi d'infirmière, celui pour lequel j'avais tant travaillé, je les ai appelés, la voix débordante de fierté. La réaction de mon père a été un grognement, « Eh bien, ne t'attends pas à ce que ce soit facile. C'est un travail difficile. Tu vas probablement faire un burn-out dans 1 an. » Celle de ma mère fut un compliment détourné, « C'est gentil, ma chérie. Au moins, tu auras un salaire régulier. Tu n'auras plus à te faire autant de soucis pour l'argent. » Il ne voyait pas ma réussite. Il voyait un problème évité. Ma stabilité signifiait qu'ils n'auraient pas à se soucier de moi, ce qui libérait une plus grande part de leurs ressources émotionnelles et financières pour Jenna et Marc. Il y a eu d'innombrables blessures plus petites.
Les anniversaires qu'ils oubliaient jusqu'à un appel téléphonique tard dans la nuit. La fois où j'ai été nominé pour un prix d'excellence en soins infirmiers à mon hôpital, quand je le leur ai dit, Jenna a immédiatement changé de sujet pour se plaindre de son professeur d'art. Les relations amoureuses qui ont dépéri parce qu'il traitait mes petits amis avec une indifférence polie et glaciale, faisant comprendre que personne de mon choix ne serait jamais vraiment le bienvenu. J'avais passé ma vie entière à leur trouver des excuses, ils sont juste occupés. Ils ne le font pas exprès. C'est leur façon d'être. Mais debout dans ma nouvelle maison, celle que j'avais achetée sans aucune aide de leur part, celle qu'ils n'avaient même pas pris la peine de venir voir, ces excuses se sont enfin effondrées, révélant la triste vérité sous-jacente. Ce n'était pas involontaire. Ce n'était pas de l'étourderie. C'était un choix. Ils choisissaient activement, jour après jour, de ne pas me voir, de ne pas me célébrer, et de ne pas être présents pour moi. Ils avaient été absents à chaque moment important de ma vie. Et cette crémaillère silencieuse n'était pas l'exception. C'était la règle. Après le bruit sec et libérateur du plat à tarte qui s'était brisé, un nouveau type de silence est descendu sur la maison. Il était différent de ce silence lourd et suspendu des heures précédentes. Ce silence-ci était propre, net et froid. C'était le silence d'une fièvre qui venait de tomber. La rage qui m'avait poussé vers la poubelle avait été un feu de forêt consumant les broussailles mortes de mon propre déni. Et ce calme en était la conséquence, un paysage d'une clarté brute et désolée. Il n'y avait plus d'espoir à blesser, plus d'attente à briser. Il ne restait que la vérité, laide et libératrice. J'ai pris une profonde inspiration tremblante et j'ai commencé à nettoyer. C'était la seule chose logique à faire. Mes mouvements étaient méthodiques, presque robotiques. J'ai retiré le film étirable des plateaux de nourriture, les mini-sandwichs, la sauce au poulet buffalo tiède, le fromage transpirant, et j'ai tout jeté dans la poubelle, par-dessus la tarte ruinée. Je n'ai pas sauvé une seule bouchée. Cette nourriture avait été une offrande à des fantômes, et je la voulais hors de chez moi. J'ai vidé l'eau tiède et la glace fondue du bac à boissons dans l'évier. J'ai versé les 2 bouteilles du vin préféré de Jenna dans le siphon, le bruit du liquide s'écoulant résonnant dans la cuisine silencieuse. Chaque action ressemblait à une rupture, une coupe nette et décisive d'un lien qui m'étranglait depuis des années. J'ai lavé chaque plat, essuyé chaque assiette et tout rangé dans les nouveaux placards. J'ai frotté les comptoirs jusqu'à ce qu'ils brillent. J'ai rassemblé les serviettes de fête joyeuses et moqueuses et je les ai jetées à la poubelle. J'effaçais la soirée, balayant les preuves de mon propre espoir idiot et obstiné. Pendant que je travaillais, mon esprit était merveilleusement et divinement vide. Mon monologue intérieur habituel et frénétique et ses supplications, ses excuses, ses analyses désespérées de leur comportement s'étaient tues. À sa place régnait un calme immense et froid. J'étais une machine exécutant une fonction, effacer, nettoyer, réinitialiser. Il était un peu de minuit quand on a sonné à la porte. Ce son était si étranger, si inattendu qu'il m'a fait l'effet d'un coup physique. Il a fendu le silence stérile de la maison, fort et discordant. Pendant une fraction de seconde, un membre fantôme de mon ancien moi a tressailli. Une lueur d'espoir, une question sur l'identité du visiteur, mais cela s'est éteint tout aussi vite. Mon cœur n'a pas bondi. Il a sombré, descendant lentement et lourdement au fond de ma poitrine. Je savais avec une certitude lasse de qui il s'agissait. Ils avaient dû envoyer un émissaire, un éclaireur pour évaluer les dégâts et gérer les retombées. J'ai marché vers la porte, mes pieds en chaussettes silencieux sur le parquet. J'ai regardé par le Judas, et la vue déformée en œil de poisson a confirmé mes soupçons. C'était Jenna, ma sœur, debout sur mon porche, baignée par la lueur jaune et pâle de la lampe extérieure. Elle tenait une boîte en carton souple et légèrement écrasée provenant de la boulangerie du supermarché. J'ai ouvert la porte. Je ne lui ai pas dit bonjour. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis simplement resté là, la main sur la poignée, faisant barrière de mon corps. Elle avait l'air décontenancée, ses cheveux légèrement en bataille, ses yeux fuyant les miens. « Salut », a-t-elle dit, sa voix cherchant une désinvolture qui a complètement échoué. Elle a essayé de regarder derrière moi à l'intérieur de la maison, je me suis dit que je passerais en coup de vent. « Il est minuit, Jenna. » Ma voix était vide de toute émotion. C'était un simple constat. Oui, je sais. J'étais dans le coin. Un mensonge pathétique. Elle habitait à 45 minutes de là, dans la direction opposée. Elle a tendu la boîte de gâteaux vers moi, « Tiens,
j'ai apporté ça. C'est au chocolat. Je sais que tu aimes le chocolat. J'ai regardé ce gâteau industriel générique, puis j'ai pensé à la tarte au citron meringuée, la prétendue préférée de ma mère, qui gisait désormais brisée dans ma poubelle. Le geste était si transparent, si insultant par son insuffisance qu'un sourire sans joie a effleuré mes lèvres. C'était un pansement sur une blessure par balle. Je n'ai pas faim, ai-je dit. L'assurance de Jenna a fini par se fissurer. Un éclair d'agacement a traversé son visage. Elle m'a bousculé pour entrer, pénétrant dans le hall d'entrée sans y être invité. Ça va, Ellie, tu pourrais au moins faire semblant d'être poli? J'ai fait toute cette route pour venir. Elle s'est arrêtée au milieu du salon et a regardé autour d'elle. Ses yeux ont balayé les comptoirs impeccables, les pièces vides, l'absence évidente de toute ambiance festive. Waouh, a-t-elle dit, un petit rire nerveux lui échappant. On dirait que c'était une sacrée fête. Le sarcasme dans sa voix a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Il n'y a pas eu de fête, ai-je dit, en refermant la porte d'entrée dans un clic feutré. Personne n'est venu. Oui, je sais, a-t-elle dit, se tournant enfin vers moi. Elle refusait de croiser mon regard, préférant examiner l'un des ballons attachés à la rampe d'escalier. Écoute, à ce sujet. Papa était vraiment fatigué de sa partie de golf aujourd'hui, et maman a eu une de ses migraines, tu sais comment elle est. Et Marc devait aider un copain à déménager un canapé ou un truc du genre. C'était juste une de ces soirées où tout tombe en même temps. Tout le monde était crevé. Une avalanche d'excuses bidons et prévisibles. Aucune d'elles ne semblait sincère. C'était juste des mots alignés pour ériger un mur contre sa propre culpabilité. Tu étais occupé toi aussi, j'imagine, ai-je dit d'une voix dangereusement calme. Oui, a-t-elle répondu rapidement. Un peu trop rapidement. Je devais finir une peinture. L'inspiration m'a frappé d'un coup et je devais absolument la coucher sur la toile. Tu sais ce que c'est. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ma sœur, l'artiste, le chef-d'œuvre. Sa vie était un recueil de récits à sa propre gloire, où ses moindres caprices étaient des combats épiques et ses besoins étaient non négociables. J'ai vu à ce moment-là qu'elle ne me mentait pas seulement à moi, elle se mentait à elle-même. Elle devait se persuader que son tableau était plus important, car l'alternative à admettre qu'elle avait sciemment et avec désinvolture infligé une profonde blessure à sa sœur était une vérité trop laide pour qu'elle puisse y faire face. Elle s'est approchée de mon nouveau canapé et a passé sa main sur le tissu, c'est joli. La maison est jolie, Ellie. C'est vraiment grand. Il y avait une pointe dans sa voix, quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'admiration. C'était de l'envie. Tu t'en es bien sorti. J'ai travaillé pour cela, ai-je dit. Je sais, a-t-elle soupiré, un son théâtral hélas du monde. Elle s'est finalement assise sur mon canapé, sans y être invitée. Elle a tapoté le coussin à côté d'elle, m'intimant l'ordre silencieux de la rejoindre pour lui faciliter la tâche. Je suis resté debout. Écoute, Ellie, a-t-elle commencé, se lançant dans ce qui était visiblement un discours répété d'avance. Maman s'en voulait que personne ne puisse venir. C'est elle qui m'a dit d'apporter le gâteau. On veut juste que tu saches qu'on est heureux pour toi. On l'est vraiment, mais tu ne devais pas prendre les choses de manière si personnelle. C'était là. Le cœur même de leur défense. Le problème n'était pas leur comportement. C'était ma réaction face à celui-ci. Tu te rends malade pour un rien, a-t-elle poursuivi, reprenant de l'assurance. Tu as toujours été si sensible. Ce n'était qu'une pendaison de crémaillère. Il y aura d'autres fêtes. Ne prends pas ça si à cœur, Ellie. Ce n'est pas si grave. Ces mots flottaient dans l'air entre nous. Une erreur de jugement profonde et stupéfiante sur tout ce que j'étais, tout ce que j'avais été. Pas si grave. Elle regardait la partie émergée d'un iceberg, la douleur accumulée de toute une vie, et la qualifiait de simple flocon de neige. Le calme froid en moi a finalement cédé la place à autre chose. Ce n'était pas de l'irritation ou de la colère. C'était une précision chirurgicale et glaçante. J'ai marché lentement de l'entrée vers la cuisine. Les yeux de Jenna me suivaient. J'ai soulevé le couvercle de la poubelle. Une odeur d'ordure et de nourriture avariée s'en est échappée. J'ai pointé le doigt à l'intérieur. C'est quoi, ça, a-t-elle demandé, le nez plissé par le dégoût. Ça, ai-je dit, ma voix aussi égale et tranchante qu'une lame de rasoir,
c'est une tarte au citron meringuée. Celle dont maman a toujours dit que c'était sa préférée. J'ai passé la matinée à la préparer de mes propres mains pour elle. Elle est là-dedans, juste à côté de la sauce de ton père, des bières de marque et du vin que j'avais acheté pour toi. Voilà à quel point c'est grave, Jenna. J'ai laissé le couvercle retomber brutalement. Je me suis retourné pour lui faire face et, pour la première fois, elle a eu l'air sincèrement mal à l'aise. Acculée. Il ne s'agit pas d'une fête, ai-je continué, ma voix basse mais résonnant dans chaque recoin de la maison silencieuse. Il s'agit de ma remise de diplôme, quand vous êtes tous partis pour aller au match de baseball de Marc. Il s'agit des 2 jours que j'ai passés seul à l'hôpital après mon opération parce que tu traversais une crise avec ton petit ami. Il s'agit de chaque prix que j'ai gagné et qui a été ignoré. De chaque anniversaire que vous avez oublié. De chaque fois où j'ai eu désespérément besoin de vous et où vous étiez tous trop occupés. Des larmes ont commencé à me monter aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes brûlantes de fureur, la fureur d'une vérité enfin prononcée à haute voix. Tu te tiens là, dans ma maison, la maison pour laquelle j'ai travaillé 60 heures par semaine. La maison que j'ai payée tout en payant ton loyer, l'assurance de la voiture de marquer les factures de maman et papa. Et tu oses me dire que ce n'est pas si grave. Silence. Le visage de Jenna était blême, sa bouche légèrement entr'ouverte. On aurait dit que je l'avais giflé. Son récit flatteur s'était brisé, et elle était totalement perdue sans lui. Elle s'est levée, ses mouvements rigides, « Tu es folle », a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Tu es hystérique. Non, ai-je dit, ma voix retombant dans ce calme glacial. Je suis enfin honnête. Et je pense que tu devrais partir maintenant. Elle n'a pas discuté. Elle s'est faufilée vers la porte comme une souris effrayée. Elle a cherché la poignée pendant une seconde, puis a ouvert la porte et s'est pratiquement enfuie en courant sur le porche. Elle ne s'est pas retournée. Elle avait laissé son gâteau bas de gamme de supermarché sur mon comptoir de cuisine impeccable. J'ai pris la boîte, j'ai marché vers la porte d'entrée, je l'ai ouverte et j'ai posé le gâteau sur le paillasson à l'extérieur. Puis j'ai refermé la porte, verrouillé le loquet de sécurité et je me suis appuyé contre elle, le cœur battant contre mes côtes. Cette visite n'était pas des excuses. C'était une confirmation. Il ne comprendrait jamais. Et pour la première fois, j'ai compris que je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté assise sur le canapé dans le noir, regardant l'obscurité derrière mes fenêtres s'adoucir lentement en un violet violacé d'avant l'aube. La confrontation avec Jenna m'avait vidé de mes dernières forces, laissant derrière elle une tranquillité profonde et déstabilisante. La maison était redevenue silencieuse, mais ce silence s'était transformé une fois de plus. Ce n'était plus le silence de l'abandon, ni celui de la rage. C'était le silence de la souveraineté. C'était le son d'un espace qui était entièrement, sans équivoque, le mien. Alors que les premiers rayons du soleil traversaient la fenêtre du salon, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air, un sentiment de détermination s'est installé en moi. Il était aussi clair et solide qu'un bloc de glace dans ma poitrine. La douleur de ces 29 dernières années n'était pas quelque chose que l'on pouvait réparer avec une discussion ou un gâteau d'excuses fait à contre-cœur. C'était une pourriture systémique, un défaut de fondation dans l'architecture de ma famille. On ne répare pas des fondations fissurées. On ne peut que rebâtir une nouvelle structure sur un sol solide. Et ce sol solide devait être ici, entre les murs de cette maison, à l'intérieur des frontières de ma propre vie. J'ai préparé une cafetière, l'arôme amer et sombre remplissant la cuisine. En buvant une gorgée, j'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a survolé l'icône de la discussion de groupe familial, celle qui avait été la source de tant d'anxiété et de déception. Pendant des années, j'avais surveillé ce groupe, attendant une miette de reconnaissance, une mention de mon nom qui ne soit pas rattachée à une demande d'argent. Je l'ai ouvert et j'ai lu le dernier message, la phrase détachée de Jenna, occupée ce soir. Peut-être la prochaine fois. Mon doigt s'est déplacé vers le haut de l'écran. J'ai appuyé sur le bouton « Quitter la conversation ». Une petite notification est apparue, vous avez quitté le groupe. C'était à la fois décevant par sa simplicité et monumentalement significatif. Un de moins. Ensuite, je suis allé dans mes contacts, maman, papa, Marc, Jenna. Un par un, j'ai ouvert leurs fiches et j'ai cliqué sur bloquer. L'action a été rapide, numérique et impitoyable. Il n'y aurait plus d'appels manipulateurs,
plus de SMS exigeants. Je coupais leur accès à ma personne, cautérisant la plaie. J'ai ensuite ouvert mes applications de réseaux sociaux et fait de même, me désabonnant méthodiquement et les bloquant tous. Et puis, par précaution, j'ai fait de même pour mes tantes et mes cousins, dont je savais qu'ils ne serviraient que d'espions pour eux. Chaque clic était une brique posée dans un nouveau mur, un mur qu'ils n'auraient pas le droit de franchir. Cette purge numérique faisait du bien, mais elle semblait aussi insuffisante. Elle était invisible. J'avais besoin d'une manifestation physique de cette nouvelle réalité, d'une affirmation claire et indéniable que les choses avaient changé pour toujours. Je suis allé dans le garage où les cartons de déménagement vides étaient encore empilés contre un mur. J'ai trouvé un grand carton solide qui avait autrefois contenu un micro-ondes. À l'aide d'un cutter, j'ai découpé un morceau rectangulaire propre. J'ai trouvé un gros marqueur noir permanent. Je me suis agenouillé sur le sol en béton froid du garage, le carton étalé devant moi comme une toile vierge. J'ai réfléchi longtemps à ce que j'allais écrire. Je ne voulais pas que ce soit émotionnel ou explicatif. Je ne voulais pas que cela invite à la discussion. Il fallait que ce soit une déclaration, une nouvelle loi. J'ai écrit les mots en grandes lettres d'imprimerie bien claires. Le marqueur grinçait contre le carton, un son résolu dans le garage silencieux. Première ligne, pas de réduction familiale. C'était pour les années de soutien financier, cette hypothèse tacite selon laquelle mon argent était le leur. Ce chapitre était clos. Je n'étais pas leur banque, ni leur filet de sécurité, ni leur distributeur. Deuxième ligne, pas de visite familiale. C'était pour la pendaison de crémaillère désertée, pour la remise de diplôme, pour le séjour à l'hôpital. Ma maison n'était pas un espace public qu'ils pouvaient honorer de leur présence quand bon leur semblait. C'était un sanctuaire privé, et leur droit de visite était définitivement et irrévocablement révoqué. Troisième ligne, aucune exception. C'était la partie la plus importante. C'était le verrou sur la porte. C'était pour mon futur moi. Laëlie qui pourrait ressentir un élan de culpabilité pendant les fêtes. Laëlie qui pourrait être tentée de fléchir face à une crise montée de toutes pièces ou un appel manipulateur en larmes. C'était une promesse faite à moi-même que je ne briserais pas. J'ai pris un rouleau de ruban adhésif d'emballage ultra résistant et j'ai franchi la porte d'entrée. Ma maison se trouvait dans une rue résidentielle calme, avec une petite cour avant soignée et une barrière blanche en bois à l'entrée du sentier. C'était cette barrière dont j'étais tombée amoureuse, symbole par excellence d'un foyer parfait et heureux. Désormais, elle allait devenir mon mur frontalier. Mes mains étaient fermes tandis que je scotchais ce panneau grossier écrit à la main sur le devant du portail face à la rue. C'était moche. C'était austère. Cela jurait terriblement avec l'esthétique charmante de ma nouvelle maison, et pourtant, c'était la plus belle chose que j'ai jamais créée. C'était un monument à ma propre libération. J'ai fait un pas en arrière sur le trottoir pour le regarder. Les lettres noires épaisses sur le carton brun formaient une déclaration impossible à ignorer, cette propriété est sous une nouvelle direction. J'ai ressorti mon téléphone. Je n'ai hésité qu'une seconde. Une partie de moi, l'ancien moi conditionné, hurlait que c'était une chose terrible et honteuse à faire, que j'étalais mon linge sale aux yeux de tous. Puis j'ai pensé à Jenna qui m'accusait d'être dramatique, très bien, ai-je pensé. Vous voulez du mélo, vous allez en avoir. Mais ce n'était pas du théâtre pour le plaisir. C'était de la survie. J'ai pris une photo nette. Le panneau était au premier plan, le portail et la magnifique façade accueillante de ma maison visible en arrière-plan. Le contraste était parfait. J'ai ouvert mes réseaux sociaux. Je ne l'ai pas publié sur mon compte personnel privé. Je l'ai partagé publiquement. Mes mains n'ont même pas tremblé pendant que je rédigeais la légende. Je l'ai voulu simple, factuel et dénué d'apitoiement sur moi-même. Hier soir, j'avais prévu d'organiser une crémaillère pour ma famille dans la maison pour laquelle j'ai travaillé et me suis sacrifié pendant 5 ans. Ils avaient tous accepté de venir. Personne ne s'est présenté. Pas une seule personne. Aujourd'hui, j'instaure une nouvelle règle chez moi. Ma maison est un lieu de paix, de respect et de sécurité. Le portail d'entrée est désormais une frontière. Ma tranquillité n'est plus négociable. J'ai cliqué sur publier. Durant la première heure, rien ne s'est passé. Puis quelques amis ont cliqué sur j'aime, suivi de quelques commentaires de soutien hésitants, on pense à toi, Ellie. Bravo à toi. Et puis quelque chose a basculé.
Quelqu'un a dû partager la publication. Les notifications ont commencé à arriver au compte-gouttes. Puis c'est devenu un flux. Et enfin, une inondation. Des mentions j'aime, des partages et des commentaires de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Des inconnus, par centaines. Ce sont les commentaires qui m'ont bouleversé. Je me suis assise sur mon nouveau canapé, le soleil réchauffant désormais mon visage, et je les ai lus à travers un voile de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance, nées d'un sentiment profond et bouleversant de ne plus être seul. Une femme de l'Ohio a écrit « J'ai coupé les ponts avec mes parents toxiques il y a 3 ans. C'était la décision la plus difficile et la meilleure de ma vie. Ta vraie vie commence maintenant. Si fier de toi, l'inconnu. » Un homme de Californie, ce panneau est un chef-d'œuvre. Fixer des limites ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela fait de toi quelqu'un qui se respecte. Bienvenue au premier jour de ta vraie vie. Les histoires ont afflué les unes après les autres. Des gens qui avaient été délaissés au profit d'un frère ou d'une sœur, enfant chéri. Des gens qui avaient servi de distributeurs automatiques à leur famille. Des personnes dont les plus grandes réussites avaient été accueillies dans le silence le plus complet. Ils partageaient leurs propres douleurs, leurs propres luttes et leurs propres moments où ils avaient fini par dire « assez ». Ils validaient l'expérience de toute ma vie, une expérience que ma propre famille avait passé des décennies à me présenter comme imaginaire. En prétendant que j'étais trop sensible. Que ce n'était pas si grave. Les ballons sur l'escalier qui éplaient le mot « maison » ont soudain semblé dérisoires et enfantins. Le panneau en carton sur le portail était le véritable message. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme une survivante qui racontait enfin son histoire. Et pour la première fois, les gens m'écoutaient. Les mentions j'aime ont grimpé par milliers. La maison vide et silencieuse de la veille s'est soudainement remplie des voix de milliers d'inconnus, me disant tous la même chose, nous te voyons. Nous t'entendons. Tu n'as pas tort. Cette vague de soutien en ligne a été un baume réparateur, la validation que j'avais convoitée toute ma vie. Mais je savais que cela ne durerait pas. Dans un système familial toxique, une déclaration publique d'indépendance équivaut à une déclaration de guerre. J'ai passé la journée suivante dans un état de calme anxieux, attendant l'inévitable contre-attaque. Elle est arrivée le lundi matin. Cela a commencé par un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché en mettant le haut-parleur. Eleanor Catherine, tu as intérêt à avoir une bonne explication à cela. C'était la voix de ma mère, mais une version que j'avais rarement entendue. Le ton habituel de douceur manipulatrice avait disparu, remplacé par une fureur stridente et glaciale. Une explication pourquoi, ai-je demandé, ma propre voix tranquille. J'étais surprise de voir à quel point je paraissais calme. Le soutien de centaines d'inconnus m'avait forgé une nouvelle colonne vertébrale. Ne joue pas à l'imbécile avec moi. A-t-elle hurlé, la voix brisée. 7. Cette chose que tu as publiée en ligne, ce panneau. Nos amis nous appellent, les gens de l'église aussi. Est-ce que tu te rends compte de l'humiliation que tu as provoquée? Tu étales nos affaires de famille privées aux yeux du monde entier. Nos affaires privées. Je pensais que ma douleur était leurs affaires. Que ma négligence était leurs affaires. Ce n'était un problème pour eux que maintenant que ce n'était plus privé. La seule chose que j'ai rendue publique, c'est la vérité, ai-je dit simplement. Vous étiez tous invités. Vous avez tous dit que vous viendriez et aucun d'entre vous ne l'a fait. Ce sont les faits. Nous étions occupés. A-t-elle crié. Il y a des imprévus. Tu es l'enfant la plus égoïste et la plus ingrate que j'ai jamais connue. Après tout ce que nous avons fait pour toi. L'audace à couper le souffle de cette déclaration après tout ce que nous avons fait pour toi m'a presque fait rire. J'ai pensé aux milliers de dollars que je leur avais donnés, aux gardes que j'avais couvertes, aux sacrifices que j'avais faits. Mais je n'ai pas débattu. J'avais appris de ma confrontation avec Jenna que discuter ne servait à rien. Ils n'évoluaient pas dans le monde des faits ou de la logique. Ils fonctionnaient dans celui de leur propre récit, où ils étaient les victimes éternelles de mes attentes déraisonnables. Je ne vais pas me disputer avec toi, ai-je dit d'une voix toujours égale. La publication reste en ligne. Le panneau reste en place. Cette conversation est terminée. Tu vas m'écouter, a-t-elle commencé. Mais j'ai entendu un bruit de lutte à l'autre bout du fil.
Puis la voix de mon père, un grognement bas et menaçant, s'est fait entendre, tu retires cette foutue publication tout de suite. A-t-il tonné. Tu te comportes comme une enfant gâtée. Tu te crois supérieur avec ta nouvelle maison chic? Laisse-moi te dire une chose. Si tu continues comme ça, on va commencer à raconter la vérité aux gens. La vérité? Ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir quelle version de la réalité il avait fabriquée. Que tu loues cet endroit et que tu fais semblant de l'avoir acheté. A-t-il craché. Que tu croules sous les dettes et que tout cela n'est qu'un appel à l'aide pathétique pour attirer l'attention. On va dire à tout le monde que tu as tout inventé. Comment tu crois que ça va passer? C'était là. Le cœur de leur stratégie, si on ne peut pas contrôler le récit, on détruit la crédibilité du narrateur. Pendant un instant, un éclat de mon ancienne peur a transpercé ma nouvelle résolution. La peur de ne pas être crue, la peur de passer pour une menteuse, pour quelqu'un d'instable. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement pour la première fois. Cela ne changera pas la vérité. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Je savais qu'il serait en colère, mais je n'avais pas anticipé une telle cruauté, ce passage immédiat aux menaces et aux mensonges. Ce n'était pas la réaction de personnes blessées. C'était la réaction de coupables démasqués. La phase suivante de leur attaque a commencé sur Internet. En l'espace de quelques heures, des commentaires ont commencé à apparaître sous ma publication publique. Ils venaient de mes cousins, de mes tantes, des gens qui n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour ma vie, mais qui étaient désormais soudainement nommés témoins à charge pour l'accusation. Elle a toujours été dramatique. Depuis qu'elle est toute petite, a écrit ma cousine Sarah. Elle déforme tout pour se faire passer pour la victime. Ma tante Carole est intervenue, j'ai entendu dire qu'elle ne s'en sortait pas du tout avec cet emprunt. C'est juste un coup monté pour attirer la sympathie et peut-être gratter de l'argent sur GoFundMe. C'est tellement d'un goût douteux. Ces commentaires étaient une campagne de diffamation coordonnée, conçue pour me décrédibiliser, me faire passer pour quelqu'un d'instable, d'avide d'attention et de malhonnête. Toutes les insécurités qu'ils avaient instillées en moi depuis toujours étaient maintenant utilisées comme des armes et diffusées aux yeux de tous. Pendant quelques heures, cela a fonctionné. Je me suis recroquevillé sur mon canapé, serrant mon téléphone, et j'ai ressenti le poids écrasant et familier de leur désapprobation collective. J'ai ressenti la honte qu'ils voulaient m'infliger, peut-être qu'ils ont raison, a murmuré une petite voix terrifiée dans ma tête. Peut-être que je suis juste trop dramatique. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi dans mon salon. J'ai vu les murs solides, le sol étincelant. J'ai pensé aux années de travail, à la fatigue ancrée au plus profond de mes os, à mes économies implacables. Tout cela était réel. Mon sacrifice était réel. Leur abandon était réel. Et leur mensonge n'allait pas effacer ma vérité. La colère est revenue, froide et lucide. Ils avaient menacé de mentir sur ma maison. Ils voulaient prendre ma plus grande réussite pour en faire le symbole de ma malhonnêteté. Je ne les laisserai pas faire. Je suis l'épais dossier de la signature d'achat. J'ai étalé les documents sur ma nouvelle table de salle à manger. L'acte de propriété avec mon nom imprimé en caractères gras très nets. Le décompte financier final indiquant le prix d'achat et tous les chiffres méticuleusement détaillés. Une copie expurgée de la première page de mon contrat de prêt montrant que l'emprunt était à mon seul et unique nom. J'ai sorti mon téléphone et commencé à prendre des photos, des clichés clairs, bien éclairés et indéniables de ces preuves. Je ne ressentais plus de colère. Je me sentais puissante. Ils avaient intensifié cette guerre et ils avaient sous-estimé leur adversaire. Ils avaient oublié que c'était moi qui étais organisée, méticuleuse et attentive aux moindres détails. C'était moi qui gardais tous les justificatifs. J'ai créé une nouvelle publication, réponse directe aux rumeurs et aux mensonges. J'ai mis en ligne les photos des documents, chacun constituant un témoin silencieux et irréfutable de la vérité, et j'ai écrit une légende aussi tranchante et nette qu'un scalpel de chirurgien. Il semble y avoir un malentendu, je tiens donc à clarifier les choses. Certains membres de ma famille affirment publiquement que je mens au sujet de l'acquisition de ma maison et que j'ai des difficultés financières. Pour ceux qui préfèrent croire les rumeurs plutôt que les preuves, veuillez consulter les photos ci-jointes des documents d'achat de ma maison. En effet, la vérité parle d'elle-même. La campagne de dénigrement s'arrête maintenant. J'ai partagé le message. L'effet a été instantané et explosif. C'était comme jeter une allumette allumée dans une pièce remplie d'essence.
Le post a été partagé des centaines, puis des milliers de fois. Mes cousins et mes tantes ont effacé leurs commentaires malveillants, leurs mensonges exposés aux yeux de tous. La communauté en ligne qui m'avait soutenu s'est rassemblée autour de moi avec une juste fureur. Quel culot de mentir après ce qu'ils ont fait, disait un commentaire. Elle a apporté les preuves physiques, s'exclamait un autre tout en majuscule. C'est un cas d'école pour faire taire les personnes toxiques, écrivait un troisième. Le récit n'était plus sous le contrôle de ma famille. Ils avaient essayé de me faire passer pour une menteuse et, ce faisant, avaient prouvé que c'était eux les menteurs. Ils avaient tenté de détruire ma crédibilité et n'avaient réussi qu'à détruire la leur. Ce soir-là, assise dans ma maison calme et paisible, mon téléphone vibrant de notifications de soutien, j'ai ressenti une sérénité que je n'avais jamais éprouvée de toute ma vie. Ils m'avaient jeté à la figure ce qu'ils avaient de pire, leur colère, leurs menaces, leurs mensonges, et j'étais toujours debout. Les fondations de ma nouvelle vie ne faisaient pas que tenir, elles étaient plus solides que jamais. Dans les jours qui ont suivi la publication des documents juridiques, un silence gêné est tombé du côté familial de la toile. La campagne de dénigrement avait été si complètement et si publiquement démantelée qu'ils n'avaient plus aucun argument à faire valoir. Ils ont battu en retraite et, pendant quelques jours merveilleux, je me suis permis de croire que la guerre était finie. J'avais posé mes limites, je les avais défendues et j'avais gagné. Mais la vérité était que je n'avais remporté qu'une seule bataille. Le coup fatal et le plus dévastateur était encore à venir, et il n'allait pas venir des personnes auxquelles je m'attendais, mais du recoin le plus discret de ma famille. Le message est arrivé tard un soir. C'était un message privé sur un réseau social provenant d'une cousine éloignée nommée Chloé. Il la connaissait à peine. Elle avait quelques années de moins que moi, et je ne l'avais croisée que lors de rares et embarrassants repas de fête. Elle était toujours effacée, le genre de personne qui observe tout depuis un coin de la pièce. J'avais toujours ressenti une affinité silencieuse pour elle, un autre satellite en orbite autour des stars de la famille. Son message était court et hésitant, « Ellie, je ne sais pas si je devrais faire ça, mais je ne supporte pas ce qu'ils te font. Ce n'est pas juste. Tu ne mérites pas ça. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Avant même que je puisse répondre, une série d'images est apparue dans notre discussion. C'étaient des captures d'écran. Des captures d'écran d'un groupe de discussion familiale dont je n'avais jamais fait partie. Celui-ci ne réunissait pas seulement mes parents, mon frère et ma sœur. Il comprenait aussi mes oncles et tantes et quelques-uns des cousins les plus influents. Les dates correspondaient à la semaine précédant ma crémaillère. Mes mains ont commencé à trembler tandis que je zoomais sur la première image, mon cœur battant la chamade, lourd d'appréhension. Le premier message venait de mon père, envoyé le jour où je les avais tous invités à la fête. Il disait, juste pour info. Ellie organise une pendaison de crémaillère samedi. Je pense qu'on devrait tous se mettre d'accord pour que personne n'y aille. La dernière chose dont elle a besoin, c'est de prendre la grosse tête. Ma mère avait répondu presque immédiatement, je suis d'accord. Elle s'est jetée dans un gouffre avec cet emprunt, Tom. Tu sais bien qu'elle ne peut pas se l'offrir seule. Si nous faisons tous mine de ne pas être impressionnés, elle se rendra compte de son erreur plus vite. C'est pour son bien, vraiment. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas qu'ils étaient occupés. C'était un boycott planifié et coordonné. Ils avaient conspiré pour m'abandonner. La douleur de cette prise de conscience a été vive et m'a donné la nausée. Mais j'ai continué à lire, mes yeux parcourant l'écran avec une fascination horrifiée. Mon frère Marc était intervenu, MDR. Elle viendra mendier de l'aide dans 6 mois. Quand elle devra vendre, on devrait lui faire une offre au rabais. Elle sera désespérée. On pourra probablement récupérer l'endroit pour la moitié de ce qu'elle a payé. Et puis est venu le message qui a fini de réduire en poussière le dernier morceau intact de mon cœur. Il venait de Jenna, ma sœur, ce serait parfait pour moi. La grande pièce de devant ferait un superbe atelier d'artiste. De toute façon on garderait ça dans la famille, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Elle pourra retourner dans son petit appartement et nous, on aura la maison. J'ai lâché mon téléphone sur le canapé comme s'il m'avait brûlé la main. Une vague de nausée m'a submergé. J'ai couru dans la salle de bain et j'ai vomi dans les toilettes, mon corps tremblant sous l'expulsion violente d'une vérité trop toxique pour être contenue. Il n'avait jamais été question de simple négligence. Il n'avait jamais été question d'étourderie, de favoritisme ou de mise à l'écart. C'était un complot froid, calculé et malveillant.
Ils n'avaient pas été passivement absents de ma vie, ils avaient agi activement et secrètement contre elle. Ils n'avaient pas simplement ignoré ma réussite, ils misaient sur ma défaite. Ils avaient contemplé mon rêve, cette magnifique maison pour laquelle j'avais donné mon sang, et n'y avaient vu qu'un futur bien immobilier qu'ils pourraient s'approprier à bas prix après ma ruine inévitable. La gentillesse que je leur avais témoignée, l'argent que je leur avais donné, les sacrifices que j'avais faits, tout prenait un sens nouveau et terrifiant sous cette lumière. Ils avaient pris mon aide non pas comme un cadeau, mais comme une faiblesse à exploiter. Ils me maintenaient épuisé et en difficulté pour que je ne sois jamais assez forte pour échapper à leur attraction gravitationnelle. Mais je m'étais libéré, et maintenant ils essayaient de me ramener vers l'abîme. Ils voulaient me voir brisé, sans abri, rampant de nouveau vers eux pour implorer leur aide, forcé de leur vendre mon rêve pour une poignée de centimes. Le chagrin que j'ai ressenti était immense, une douleur physique qui s'est propagée de ma poitrine à l'ensemble de mon corps. Je pleurais la perte d'une famille dont je réalisais à présent qu'elle n'avait en fait jamais existé. Ces gens que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire étaient des étrangers. Pire que des étrangers, mes ennemis. Je suis resté assise sur le carrelage froid de la salle de bain pendant ce qui m'a semblé être des heures, ces captures d'écran gravées au fer rouge dans mon esprit. L'ancienne Ellie aurait caché cette souffrance, avalé cette trahison et souffert en silence. L'ancienne Ellie les aurait protégés, même aujourd'hui, des conséquences de leur propre cruauté. Mais l'ancienne Ellie était morte dans cette maison 2 jours plus tôt. Animé d'une détermination qui semblait forgée au centre de la terre, j'ai repris mon téléphone. Je suis retourné sur la discussion avec ma cousine, « Merci, Chloé », ai-je écrit. « Merci de m'avoir dit la vérité. »« Ils vont me détester pour ça », a-t-elle répondu instantanément. « Alors tu auras un point commun avec moi », ai-je rétorqué. « Et tu seras du bon côté de l'histoire. » J'ai enregistré les captures d'écran sur mon téléphone. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas d'étaler du linge sale. Il s'agissait de survie. Il fallait exposer la pourriture pour qu'elle ne puisse plus couver dans l'ombre. Il fallait raser par le feu toute cette structure malade pour que quelque chose de sain et de nouveau puisse un jour repousser à sa place. J'ai créé une toute dernière publication. J'ai mis en ligne chaque capture d'écran, dans l'ordre chronologique, aux yeux du monde entier. Ma légende était la plus courte et la plus dévastatrice de toutes, pour ceux qui pensent encore qu'il ne s'agissait que d'une fête. Il n'a jamais été question de la fête. Il s'agissait de les voir attendre activement que j'échoue pour s'emparer de ma maison. C'est pour cela que je fixe des limites. Imaginez souhaiter la défaite de votre propre sang. Je n'ai plus besoin de l'imaginer. J'ai cliqué sur publier, puis, pour la première fois de ma vie, j'ai éteint mon téléphone. Je n'avais pas besoin d'assister à l'explosion. Je n'avais pas besoin de lire les commentaires ou d'observer les répercussions. Je savais ce qui se passerait. Leurs propres mots, cruels et calculateurs, allaient causer leur perte. Je n'avais plus rien à ajouter. Leur propre message parlait pour moi, et il parlerait pour toujours. Le geste d'éteindre mon téléphone a été une libération profonde. C'était un choix conscient de s'éloigner du bruit, des drames et de la tempête médiatique imminente causée par ma dernière publication. Pendant 29 ans, ma vie avait été dictée par les bourdonnements et les sonneries de cet appareil, une convocation de ma mère, une exigence de mon frère, une crise de ma sœur. En appuyant sur cet unique bouton, je choisissais le silence selon mes propres règles. Non pas le silence douloureux et solitaire de leur abandon, mais un silence choisi et paisible, celui d'un sanctuaire. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vécu comme dans un cocon. Je n'ai pas rallumé mon téléphone. J'ai débranché ma box internet. J'existais uniquement entre les 4 murs de ma maison. Et pour la première fois, celle-ci commençait vraiment à ressembler à un foyer. La maison n'était plus la scène d'un drame familial, ni un monument à mon sacrifice. C'était simplement mon espace. Et j'ai commencé le travail lent et tranquille de me le réapproprier. J'ai déballé les derniers cartons de déménagement, ceux que j'avais étiquetés « souvenirs ». À l'intérieur gisaient les restes de mon enfance, quelques photographies jaunies, la médaille de 2e place de la foire scientifique, une collection de carnets remplis de mes dessins désordonnés. Je n'ai pas ressenti la tristesse habituelle en les regardant. À la place, j'ai éprouvé une impression de détachement archéologique, comme si j'examinais les vestiges d'une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai pris la seule photo encadrée que j'avais de ma famille et moi, prise dans le studio d'un grand magasin quand j'avais 10 ans,
et je l'ai enfouie tout au fond du carton. J'ai scellé la boîte avec du ruban adhésif et je l'ai portée au garage. Le soutien que j'avais reçu en ligne a commencé à se manifester dans le monde réel. Preuve tangible que la gentillesse existait en dehors du système pervers auquel je m'étais arraché. Un matin, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour y trouver un pot de chrysanthème d'un jaune éclatant sur mon porche. Planté dans la terre, il y avait une petite carte écrite à la main, « Bienvenue dans le quartier. Nous sommes ravis que vous soyez là. » Signé, les Miller, au numéro 42. Je n'avais encore jamais rencontré les Miller. Des larmes ont coulé sur mes joues alors que je rentrais le lourd pot pour le poser devant la fenêtre la plus ensoleillée du salon. C'était le premier cadeau véritablement inconditionnel que je recevais de ma vie. Quelques jours plus tard, une femme âgée vivant de l'autre côté de la rue a frappé à ma porte. Elle me tendait un plat à gratin recouvert de papier d'aluminium. « Je m'appelle Marie », a-t-elle dit avec un sourire chaleureux et ridé. « J'ai vu votre panneau. Il m'a fallu attendre d'avoir 60 ans pour apprendre à faire ce que vous faites aujourd'hui. Il voulait juste vous apporter à dîner. » Nous sommes restés sur le porche à discuter pendant 20 minutes. Elle ne m'a pas demandé de détails sur ma famille. Elle m'a simplement offert sa présence, sa chaleur et ses lasagnes. Des lettres ont commencé à arriver, transférées depuis une boîte postale qu'un abonné avait créée pour moi après que mon adresse eût fuité en ligne. Elles venaient de tout le pays, d'hommes et de femmes partageant leurs propres histoires de fuite face à des familles toxiques, de paix retrouvées au lendemain d'une douloureuse séparation. Ils m'envoyaient de petits cadeaux, un marque-page fait main, un sachet de graines de fleurs sauvages, un recueil de poésie. C'étaient les lettres d'une tribu dont j'ignorais l'existence. J'ai acheté une jolie boîte en bois et je les ai toutes gardées à l'intérieur. Une collection de témoignages de la résilience de l'esprit humain. Lentement, j'ai commencé à remplir ma maison de ma propre vie. J'ai peint le salon d'un vert sauge apaisant, une couleur que ma mère avait toujours qualifiée de terne. J'ai accroché mes propres dessins au fusain sur les murs, ceux que j'avais gardés cachés dans des carnets de croquis pendant des années. Ils étaient abstraits, empreints d'émotion, et ils m'appartenaient. J'ai acheté un nouveau et superbe plat à tarte en céramique, et j'ai préparé un crumble aux pommes, mon dessert préféré, remplissant la cuisine du parfum chaud et sucré de la cannelle et des fruits cuits. J'ai mangé une part encore tiède, debout devant le comptoir de ma cuisine, et cela avait le goût de la liberté. J'ai instauré de nouvelles habitudes qui n'appartenaient qu'à moi. Je me levais avec le soleil et buvais mon café sur le porche arrière, en écoutant les oiseaux. J'ai commencé à aménager un petit jardin dans la cour, plongeant mes mains dans la terre riche et sombre, ressentant un lien profond avec quelque chose de vivant et de bien réel. J'ai adopté un chat dans un refuge local, un vieux matour aux borgnes un peu ébouriffé que j'ai nommé Gus. Le calme de la maison était désormais comblé par ses ronronnements satisfaits, une présence réconfortante de chaque instant. Un dimanche après-midi, environ 2 mois après ma dernière publication, j'étais assise dans mon salon baigné de soleil, en train de lire un livre, Gus endormi sur mes genoux. La maison était paisible. Les chrysanthèmes jaunes des Miller étaient en pleine floraison sur le rebord de la fenêtre. Une pile de lettres de soutien reposait sur la table basse. J'ai senti un profond sentiment de paix m'envahir, si immense et absolu qu'il en était presque saisissant. La colère s'était évanouie. Le chagrin s'était mué en une douleur sourde et lointaine, semblable au souvenir d'une blessure guérie depuis longtemps. Il n'y avait pas d'amertume, pas de désir de vengeance. Il n'y avait que cela, ce calme, cette lumière, cette paix. J'ai pensé à ma famille, non pas avec rage, mais avec une sorte de pitié objective. Ils étaient pris au piège d'un système sombre et étouffant qu'ils s'étaient eux-mêmes infligé, un monde de jalousie, de contes d'apothicaires et d'amour sous condition. Ils n'en sortiraient probablement jamais. Ils avaient perdu une fille, une sœur, une source de soutien indéfectible. Et moi, qu'avais-je perdu? J'avais perdu une vie entière de souffrance. J'avais perdu le poids écrasant de leurs attentes et la morsure cruelle de leurs déceptions. J'avais perdu le rôle épuisant et ingrat de gardienne de leur bien-être affectif et financier. C'était la perte la plus merveilleuse de ma vie. J'ai regardé cette belle pièce, cette vie que je bâtissais sur les cendres de celle que l'on m'avait tracée d'avance. Cette maison était ma forteresse, mon sanctuaire, mon foyer. Elle n'avait pas été construite pour les impressionner ou obtenir leur accord. Elle avait été construite pour moi. Pour préserver ma paix, nourrir mon âme et me garder en sécurité. J'ai appuyé ma tête contre le dossier du canapé, un sourire sincère dessinant enfin mes lèvres pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité.
Et j'ai murmuré ces mots dans l'air calme et ensoleillé, ultime et douce promesse à moi-même, cette maison n'est pas pour eux, elle est pour moi. Ils pensaient que m'abandonner allait me briser. À la place, j'ai érigé des murs qu'ils ne franchiront jamais. Avez-vous déjà dû fermer la porte à des membres de votre famille? Racontez-le-moi dans les commentaires en indiquant d'où vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.